Ouhouhou! Ah! Salut gang! Ah, vous me surprenez en train de jouer à Fold It, un jeu passionnant. Non, c'est ça. C'est un jeu qui est assez exceptionnel. Là, dans ce niveau-là, il fallait justement que je crée des ponts H à l'intérieur d'une molécule. Fold It, ça a été créé par l'Université de Washington. Ils se sont amusés. Ça faisait 10 ans qu'ils n'arrivaient pas à trouver c'était quoi la forme qu'il y avait pour une des protéines du VIH. 10 ans. 10 ans à essayer de faire des réactions chimiques, à essayer de cristalliser la molécule, à essayer de trouver c'est quoi sa forme. C'est capital parce que si on veut développer un vaccin pour inhiber cette molécule-là, pour vaincre le VIH, il faut connaître sa forme. Pour trouver le trou de la serrure, développer la souris, la clé qui va permettre de bloquer cette serrure-là. Fait que la gang de l'Université de Washington, le département de biochimie et de bioinformatique se sont associés ensemble pour créer un jeu qui s'appelle Fold It, où les joueurs, les internautes, peuvent essayer de retrouver c'est quoi la forme d'une molécule. Et les internautes, en 3 mois, ont battu les ordinateurs, ont été capables de retrouver c'était quoi la forme de la molécule. Puis dans Fold It, il y a une espèce de, comment on appelle ça? Tutorial qui est au tout début, qui explique c'est quoi des ponts H, c'est quoi des molécules hydrophobes, des molécules hydrophiles. Puis juste avec ça, voyez, let's go, essayez de nous trouver la forme de la molécule qui va être la plus respectueuse de tout son environnement. Les plus vont être vis-à-vis des moins, les ponts H vont pouvoir être ensemble. Puis plus on respecte les différentes forces intermoléculaires, plus on a de points. Puis l'Université de Washington compile tout ça. Et elle peut, après ça, découvrir de nouvelles molécules. L'ingéniosité du cerveau humain n'a pas encore été battue par l'ordinateur en termes de forme tridimensionnelle. Fait que, malgré leur meilleur programme, ils n'arrivaient pas à trouver c'était quoi la forme de la molécule en question. Puis, en dedans de 3 semaines, 3 semaines ou 3 mois, en tout cas, c'est rapide, ils publient dans Nature, ils ont trouvé, avec les internautes, c'était quoi la forme de cette molécule-là. Fait que maintenant qu'on a fait tous les cours jusqu'à date, là, si je mets cette molécule-là, il va avoir un encombrement stérique. C'est pas super cool. Vous retrouvez ici toutes les chaînes des acides aminés. Fait que, il y a un O, on va le rapprocher d'un N. Puis ici, si je défais ici ma forme de ma molécule, j'ai plus mes ponts H de fait. Mais bon, vous irez vous amuser, vous, tout seul. Ou en gang, ça peut se jouer en gang. Puis, c'est ça, à chaque fois que l'Université de Washington met en ligne un nouveau défi d'un nouveau virus qui est apparu, d'une nouvelle molécule qu'on pense qui pourrait être aidante dans le cancer, là, pour vaincre le cancer, ils la mettent sur Internet, les internautes essayent de régler c'est quoi le problème, de retrouver c'est quoi la forme de la molécule. C'est vraiment cool. Mais là, nous, malheureusement, on a terminé justement les formes tridimensionnelles, les charges. Mais Colin, on a laissé plein de questions en suspens. Pourquoi est-ce que le carbone, l'azote, l'oxygène ne peuvent pas dépasser l'octet? Comment ça, il y a des ponts H puis il y a des nuages électroniques qui se déplacent? Pourquoi on parle de nuages? C'est quand même embêtant. Là, on ne s'imaginait pas plutôt des liaisons comme étant des électrons qui tournaient autour de 2 atomes? Mais là, on est obligé de s'imaginer ça sous forme de nuages. Sinon, les ponts H ne pourraient pas exister. Puis il se passe de quoi à partir du soufre, à partir de l'arsenic, parce qu'ils sont capables de dépasser l'octet? Mais tout ça, c'est la physique quantique qui permet d'expliquer ça. Mais plus hâte encore, ça peut être peut-être l'inverse. C'est qu'avec ce qu'on a vu des premiers cours 1 à 5, on déduit qu'il y a des notions vraiment particulières. On est capable de déduire les bases de la physique quantique qu'on va voir avec les prochains cours. À travers le cours 6, on va être capable de couvrir les questions 9 et 19 des examens précédents, si ça vous tente de vous amuser. Avec PV égale NRT, l'humanité a réussi à concevoir le monde dans lequel il était comme étant des atomes, des particules ou des molécules. Parce que ce soit du CO2 ou de l'oxygène ou que ce soit de l'argon, du radon, peu importe le type de gaz, tous les gaz obéissaient, grosso modo, à PV égale NRT. Donc, la nature de la particule n'était pas super importante quand on joue avec des gaz, puisqu'ils se promènent tout partout. Donc, ils sont loin, donc c'est des petites particules qui se promènent. Fait que déjà avec PV égale NRT, on concevait la matière comme étant des atomes, des petites particules. Vous connaissez Thomson avec son pain au raisin. Quand il a réussi à faire sortir les électrons des atomes, c'est lui qui a identifié, hey, regardez gang, on vient de trouver la particule qui fait des éclairs. C'est à l'intérieur de n'importe quelle matière. C'est pas des farces, c'est pas Thor qui garoche des éclairs. Non. Toute la matière a des électrons.
on est capable d'extraire ces électrons-là et de faire des rayonnements bêta avec. Fait qu'il s'amusait avec son tube cathodique à faire une espèce de rayon de lumière, un faisceau électrique qu'on était capable de voir, et chargé négativement. Fait que si on arrivait avec une borne positive, les électrons étaient ici attirés par cette borne-là. Fait qu'on était capable de trouver c'était quoi la charge des électrons. C'est super logique, là. C'est vraiment cool. Donc, tout est fait d'électrons. On est capable de faire des éclairs avec n'importe quoi. Et ces électrons-là sont négatifs. Millikan, lui, c'est un petit salaud. Non, pas dans le sens salopard, mais plutôt, il salissait tout son laboratoire. Il s'amusait. Il devait être terrible quand il était jeune. Avec une espèce de push-push, là, pour nettoyer, du Windex, genre. Mais au lieu du Windex, il avait mis de l'huile à l'intérieur. Fait que ça salissait tout partout. Mais il s'amusait à regarder la vitesse à laquelle les particules d'huile tombaient et c'était tout le temps la même vitesse, sauf exception. Puis il s'est amusé à faire des calculs parce que tout le monde a des plaisirs à faire des maths. Millikan en était un. Puis il a réalisé que certaines molécules, gouttelettes d'huile, descendaient 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, ou du moins par un certain facteur. Fait que d'autres moins. Fait qu'il a placé ces chutes de particules d'huile à l'intérieur d'un champ magnétique. Fait que comme il y avait une borne négative et une borne positive à l'intérieur, les molécules, excusez-moi encore, les gouttelettes d'huile qui étaient chargées positivement allaient plus rapidement vers la plaque chargée négativement et les particules qui étaient chargées positivement, eux autres, y allaient moins rapidement. Il a plugué son télescope de l'autre côté, puis il a pu calculer c'était quoi la charge d'un électron. Comme c'était quantifié. Les chutes, la vitesse des chutes à laquelle il descendait, ça pouvait descendre à X, à 2X, à 3X, mais jamais une demi-X. Par exemple, je simplifie ça. Ça veut dire que quand les électrons ont des charges quantifiées, un électron ne peut pas avoir une charge moins une demi ou 2 tiers de charge. Là, on a vu de la résonance, il y a moyen d'en avoir à l'intérieur des molécules, mais un électron tout seul a une charge bien précise. Et lui, avec ses maths, il est allé loin. Il était capable de retrouver c'était quoi la charge et la masse d'un électron, juste avec son expérience, avec son télescope de son père, il avait placé avec son push-push, il garochait son huile. Il était capable, avec des maths, de retrouver c'était quoi la charge et la masse. Fait que Thomson trouve l'électron, trouve sa charge, du moins s'il est positif ou s'il est négatif. Millikan, lui, quantifie c'est quoi la charge d'un électron et sa masse. C'était hot, là, le tournant du siècle. Là. En passant de 1800 à 1900, là, on savait on était fait de quoi. Puis là, peut-être est arrivée l'idée qu'on allait pouvoir peut-être un jour garocher des éclairs, mais tu sais, se vider de ses électrons, c'est pas super winner. Fait que dites-le à Pikachu, s'il se vide de tous ses électrons, il ne pourra plus faire aucune liaison. Lui-même va être positif, il va réagir avec n'importe quoi, ça va être hyper dangereux. Dans le fond, Pikachu, il est mort depuis longtemps. Je suis désolé. Rutherford arrive, vous le connaissez, lui fait son expérience avec sa feuille d'or. Il est à Montréal. Il a déménagé aussi après un petit bout de temps. Il fait passer des... c'était quoi déjà? C'était des noyaux d'hélium. Donc, c'était He2+. Il n'y a plus d'électrons, donc c'est 2 protons, 2 neutrons. Il fait passer ces noyaux d'hélium-là à travers une feuille d'or et, aux surprises, la majorité des électrons, excusez-moi, la majorité des... Je vais l'avoir. La majorité des noyaux d'hélium passent à travers la feuille d'or, passent complètement à travers. Quelque chose comme 98-99%. Sa conclusion, flûte, la feuille d'or est donc composée de 98-99% de vide. C'est pas des farces, là. Fait qu'on est capable d'avec il faut avoir de l'argent. Tu sais, si vous voulez aller à l'épicerie avec un sac en or, ça ne passera pas à travers. Il faudrait que vos œufs que vous mettiez dans votre sac d'or n'aient pas d'électrons dessus. Et là, ça va passer à travers. C'était un peu le génie de Rutherford. En faisant passer des noyaux d'atomes, il n'y avait aucun électron. Là, ça passe à travers la matière. Donc, ça donne une idée de l'importance des électrons dans un atome. C'est ça qui fait en sorte qu'on ne se passe pas à travers. Si ma main n'avait pas d'électrons, là, je passais à travers. Puis là, je serais invincible au combat, mais je ne pourrais pas affecter personne. On pourrait s'imaginer des fantômes sans électrons. Mais ils seraient chargés positivement. Fait qu'eux autres aussi, ils se désagrégeraient. Ça formerait un cimetière de Pikachu, finalement. Pauvre Pikachu. Fait qu'on a donc, nos atomes sont faits essentiellement de vide, ou plus précisément, le volume est occupé par les électrons. C'est là qu'on arrive avec l'idée que l'atome risque de ressembler à ceci. Parlons un peu de Chadwick. Il paraîtrait que son expérience, je la connais moins. En fait, je la connais pas du tout. Elle était super ingénieuse, toute simple. 30 ans plus tard, il découvre le neutron. C'était pas évident à découvrir. On ne pouvait pas utiliser un aimant parce que c'est pas chargé, un neutron. Puis
Caline, tu sais, la masse là, de l'hydrogène, c'est 1, la masse de l'hélium, c'est 4. Comment ça se fait que c'est pas juste 2? Ben, c'est parce qu'il y avait 2 neutrons, tout simplement. Fait que Chadwick, lui, découvre, il est même capable d'expliquer la masse des atomes avec l'arrivée des électrons.